Ça me remue. En 1945, Tin a 14 ans. Il est issu d'une famille de lettrés et son père est chef de province. Quand l'insurrection éclate, ses deux frères aînés prennent le maquis. Tin veut les rejoindre. Pour le mettre à l'abri, son père l'envoie en France y poursuivre ses études. Nous sommes ici sur la rivière de Saigon. Et là, c'est le port de Saigon. Cette maison-là, c'est l'ancienne maison des douanes. C'est ici, en 1949, je partais vers la France. Et nous, au départ, c'est ici que nous avons fait contrôler nos bagages avant de partir. Je partais un soir, donc il faisait plutôt sombre. Après les 3 coups de sifflet, le bateau se détache lentement du port et s'engage dans le noir. Je me souviens bien, ce moment-là, on a vraiment un pincement au cœur. Et pour moi, à l'époque, j'avais à ce moment-là 17 ans. Et c'est la première fois que j'ai quitté mon pays pour aller si loin. C'est pour les mêmes raisons que le père de Huy incitera son fils à quitter le Vietnam. Alors pour obtenir des papiers pour partir en France, il faut graisser quelques pattes. Hein. La corruption, c'est pas seulement pour les pays sous-développés, même pour l'administration coloniale, c'est quand même une page juteuse pour ces genres de bureaucrates. Donc, commencez d'abord à trouver les gens qu'il faut. Bon, le commissaire du coin, où il te donne un papier comme quoi, un certificat de bonne vie et mœurs, comme on appelle en France. Puis ensuite, il a un cousin qui connaît un autre cousin qui travaille à la police, à la sûreté, pour attester que tu as participé à des actions anti-françaises, tout ça. Quand on convoque là, au tribunal administratif, c'est les presque gagné. Alors là, il me fait tourner à gauche, à droite, il mesure le crâne, l'écartement des yeux, les cicatrices, tout ça. Et à ce moment-là, on te donne une carte d'identité. La famille appartient quand même à ce qu'on appelle une famille modeste. Mon père, il n'a pas un poste important encore à la Banque d'Indochine. Mais enfin, on a rassemblé de son côté quelques économies. On emprunte de la grande famille un petit peu aussi. Puis moi-même, avec une petite bande de jeunes dans le coin, on fait des petits boulots. On ramasse les mégots, cigales américaines. Alors on enlève le film, on déchire le papier, puis on éparpille le tabac. Puis pour corser les choses, déjà à l'époque, je ne sais pas qui y a dans le groupe à cette idée, on le vaporise dans le cône de riz pour, si tu veux, fidéliser le client. Et avec ça, on arrive à acheter un billet d'aller, mais il faut payer aussi le retour. Je connaissais personne. Et je me promène assez souvent sur le pont parce qu'on partait en 4e, c'est-à-dire au fond de cale. Et quand il nous voit 2 ou 3 comme ça prendre l'air sur le pont, il arrive, il joue le malabar et on dit des guerres pissées, des trucs comme ça, quoi.
à Marseille, il y a des gens qui sont venus, qui cherchent un cousin, qui voyage dans le bateau. Moi, j'ai personne. J'ai demandé mon chemin pour aller à Paris. Et puis, je suis allé comme ça à Paris, avec un groupe qui partait à Paris. Alors, j'ai demandé comment on peut s'y installer, etc. Alors, ils m'ont montré un foyer où il y a beaucoup de jeunes étudiants et élèves vietnamiens qui viennent s'installer. On est rue Lomont. C'est le grand quartier général des Vietnamiens, fin des années 40. Quelqu'un qui vient du Vietnam et qui ne sait pas où habiter, une nuit, deux nuits, enfin bref. On a toujours l'adresse de rue Lomont. Parce qu'il y a beaucoup de Vietnamiens qui sont là et on se partage les chambres. En 1949, Tin s'inscrit au lycée de Chartres pour y faire sa seconde. Puis après, j'ai un cousin, il me dit que pour militer au sein des Viet Kieu, il vaut mieux que tu sois plus proche de Paris. Si tu veux bien, ben, je vais te présenter et tu viendras au collège de Pontoise avec moi. C'est là qu'il adhère au Parti communiste français, à l'instigation de son professeur d'histoire. Confiante et fraternelle des anciens peuples coloniaux et du peuple de France que nous devons tendre, et non pas au maintien, plus ou moins camouflé, d'un système colonialiste, barbare et rétrograde que répondent le cœur et la raison. C'est à cette époque que Tin et Huy découvrent en France l'existence d'une importante communauté vietnamienne fortement structurée. Elle rassemble plus de 20 000 hommes que la France coloniale avait réquisitionnés en 1939 pour travailler dans les poudrières. Parquée dans des camps pendant l'occupation, puis assignée à résidence à la Libération, elle deviendra au fil des années un foyer de bouillonnement révolutionnaire. Ils avaient organisé à Paris une sorte de foyer. Là, moi, le foyer, je viens souvent. Raison économique, parce que bon, ils font la cuisine pour tout le monde, on ne paye pas cher, ça m'arrange. Et la deuxième chose, c'est que je vois les Vietnamiens tous les soirs. Et là, ils racontent le problème. Et puis de fil en aiguille, quand même, il y a des liens sentimentaux qui se tissent entre nous. Et je retrouve aussi comment on dit ça, une ambiance familiale. Hein? Parce qu'ils sont plus âgés que moi. Quand j'avais 17 ans, eux, ils ont déjà 30, 32, 35 ans. C'est la génération pas de mon père, mais disons de mon oncle. Donc c'est là où j'ai appris beaucoup de choses aussi. C'est là que j'ai attrapé, c'est pas ces microbes, le virus de la rage, et la rage des Vietnamiens. Et eux, je pense qu'ils sont vraiment des enragés, des vrais enragés, même avant mai 68, sur le Vietnam. En 1951, Tin s'inscrit au lycée Henri IV pour terminer ses études secondaires. Avec mon livret scolaire, les résultats du bac de première partie, je me suis venu ici pour m'inscrire. Parce qu'en ayant un H4, j'ai voulu faire Sciences Po après. Et je suis venu ici pour suivre les cours, mais toutes mes activités sont en dehors du lycée. En plus de ses activités de militant au Parti communiste français, Tin devient dès 1950 l'un des dirigeants de la Fédération des étudiants vietnamiens de France, une association qui, sous couvert d'activités culturelles, est un foyer de lutte pour l'indépendance du Vietnam. Mon père ne veut pas que je sois
au courant des événements qui se passent là-bas pour être tranquille dans mes études. Ils ne savaient pas que moi, ici, j'ai beaucoup plus de nouvelles de tous les échos de la vie, de la guerre au Vietnam. Et je ne savais pas non plus que je suis un militant communiste comme les activités que je mène ici. On se met à aimer Martin, à aimer son courage. L'affaire Henri Martin est le point d'orgue de ses activités militantes. Sous-officier de la Marine nationale, ce militant communiste emprisonné pour avoir distribué des tracts dénonçant les violences du corps expéditionnaire français en Indochine devient alors le héros de la gauche française. Henri Martin, je signe, nous signons. Je me souviens une fois, on m'a donné un drapeau vietnamien, c'est-à-dire la topo rouge à l'étoile rouge, enroulé bien sûr, avec les banderoles, paix au Vietnam, tout ça. Alors, je me suis pointé vers la Bastille, parce qu'on faisait toujours la marche de la Bastille à la Nation. Là, en sortant de la bouche du métro de la Bastille, je suis arrêté par les CNRS. Alors, à ce moment-là, ils m'ont confisqué mon drapeau, les banderoles, et puis ils sont prêts à le mettre dans leur panier à salade. Alors j'avais tout autour de moi, des ouvriers, des Français, qui cherchent à me sortir de là. Et de ces faits concrets, ça me donne une sorte de solidarité. Je peux s'appuyer sur ces gens-là pour faire valoir mes intentions de libérer mon pays. En décembre 1953, le général Navarre élabore un plan pour en finir avec l'armée nord-vietnamienne. Et ce sera Dien Bien Phu. 6 mois plus tard, le piège se retourne contre l'armée française. Le désastre du 7 mai 1954 sonne le glas de la présence française en Indochine. Quand on était en foyer, mais on reste jusqu'à 2-3 heures du matin. Et on attend. On attend la nouvelle que Dien Bien Phu tombait. Tous les jours. Alors, à chaque fois quand on se rencontre, et alors, c'est fait? Non, non, pas encore. On se comprend pourquoi. Tu vois? Et le jour où ils annoncent à un journal télévisé que le camp retranché a complètement occupé, et c'était vraiment la joie. On s'éparpille dans le métro. Derrière, il y a des parachutistes. Mais ils étaient fureurs, ces parachutistes. Ils nous traitent de nercoués, et trucs comme ça. Puis des obscénités, comme ça, qu'ils en parlent toujours vietnamien, ces mots-là. Alors, il y en a un copain, il dit rien. J'en vois l'autre qui dit quelque chose de vulgaire. Il dit Dien Bien Phu. J'en vois quelque chose, l'autre, il dit Dien Bien Phu. Les types, ils étaient en colère. Parce qu'on ne répond pas à leurs insultes par les insultes, on dit seulement Dien Bien Phu. En juillet 1954, les accords de Genève mettent fin à la guerre d'Indochine, avec pour conséquence la division du pays en 2 zones, de part et d'autre du 17e parallèle. Au nord, un régime communiste présidé par Ho Chi Minh, avec le soutien de la Chine et de l'Union soviétique. Au sud, Ngo Dinh Diem, appuyé par les Américains, proclame en octobre 1955 la naissance de la République du Vietnam. C'est complètement isolé, le nord vietnamien. Et bon, mes parents, même les parents de mes amis, ils m'envoient là d'ici, et moi je renvoie là-bas, à Hanoï. Puis le circuit s'inverse. Et c'est comme ça que je joue un petit peu au facteur, si tu veux. Et ma famille, toute ma famille, c'est dans le sud. Les autres, là, dont la famille est dans le nord, ils sont rentrés dans le nord. Et moi, je ne peux pas, parce que j'ai presque personne là-haut. Enfin, dans le nord, comme on dit, là-haut. Et c'est quand même le régime des Américains, de Diem. C'est quand même contraire à ce que j'aimerais que le Vietnam soit.